Donc, je suis Julie Méheux, je suis psychologue, donc je travaille au Centre expert des troubles bipolaires sous l'égide de la Fondation Fondamentale, donc à l'hôpital Fernand Vidal à Paris. Et dans le centre expert où je travaille, les missions, mais comme celles de mes collègues aussi psychologues, ce sont plutôt la participation aux évaluations diagnostiques, aux orientations thérapeutiques, et puis je coanime avec les collègues les groupes de psychoéducation et d'autres groupes TCC sur lesquels on pourra revenir si vous le souhaitez. Donc je suis très heureuse d'être là avec vous ce soir et j'ai répondu en effet avec grand plaisir à l'invitation d'Eliane pour discuter avec vous des psychothérapies, donc des prises en charge dans le trouble bipolaire. Donc, ce que je vais essayer de vous proposer, parce que je voulais pas faire un catalogue de tout ce qui existe, je voulais quand même refaire un peu d'introduction historique. Alors, je vous propose plusieurs parties. D'abord, en introduction, une courte histoire un peu de la psychothérapie en se disant mais d'où ça vient, rapidement de faire un saut dans le temps et de discuter un petit peu de l'actualité, et puis de se mettre d'accord sur une définition de c'est quoi en fait une psychothérapie. Ensuite, on parlera plus précisément de la prise en charge dans les troubles bipolaires. On passera très rapidement sur la psychoéducation et j'essaierai un peu de définir les autres prises en charge qui existent. Et puis, dans la troisième partie, je voulais vous proposer d'autres thérapies qu'on recommande fréquemment, dans la prise en charge du trouble bipolaire ou des difficultés qui s'associent de manière fréquente. Donc, vous voyez un peu le déroulé. Dans la quatrième partie, je vous proposerai de revenir sur les méthodes de relaxation. On parlera un petit peu de cette question gestion du stress, relaxation. Et puis, quand même, je ne pouvais pas aborder la question des psychothérapies sans parler de toutes les techniques de développement personnel, parce que c'est des questions souvent que vous posez dans les groupes, quid du yoga, de l'acupuncture. Donc, voilà, j'essaierai un peu de vous répondre et puis de faire une conclusion. Ce qu'on a convenu en termes d'organisation de questions, c'est que je m'arrête à la fin de chaque partie pour pouvoir vous répondre un peu aux questions et de ne pas attendre la fin. Voilà, je laisse en tout cas, moi j'ai prévu ça, et puis donc je laisse mes collègues d'animation aussi me couper si jamais, bien sûr, il y a des questions à propos qui sont pertinentes et qu'on n'attend pas la fin. Voilà pour le plan. Donc, ce que je voulais vous dire très rapidement, une courte histoire, c'est que dès les Grecs, autant un peu de la philosophie, là où nous sont arrivés un peu d'ouvrages, Platon, Hippocrate, Aristote décrivaient déjà la question de la souffrance psychologique. En termes de traitement, les rituels pour répondre à ces difficultés sont plutôt présentes, mais plutôt attribués au divin. Il y avait des rituels magiques. Plus tard, on a des propositions de thérapie un peu originales, un peu exotiques, donc l'hydrothérapie, la diète. Il y a un grand courant pour le mesmérisme, c'était la question d'un fluide animal qui nous traverse. Et du coup, c'était des grandes réunions avec une grande mise en scène qui visait à réguler ce fluide. Là, on est plutôt dans les années 1700. Et puis, je ne sais pas si vous connaissez, ça a été un film, et c'est une histoire vraie, du docteur Itard qui prend en charge Victor de l'Aveyron. C'était un jeune garçon retrouvé mutique à qui il va apprendre à communiquer. Et puis, on parle aussi assez souvent dans l'histoire de la psychiatrie du docteur Pinel qui commence à parler de traitement moral. C'est un peu ce qui préfigure le terme de psychothérapie. Le XXe siècle, c'est vraiment un tournant dans les réflexions pour la psychiatrie et la psychologie. On va commencer à parler de l'art de soigner l'esprit par Bernheim. On s'approche doucement des années 1900. Et puis, en France, c'est vraiment le début de la psychologie, on dit expérimentale. On étudie les comportements, on regarde les réactions. C'est vraiment le début de la psychologie comme on la connaît un peu plus aujourd'hui. Là, à partir de 1900, on va vraiment voir l'avènement des grandes familles de psychothérapie. Donc, en Autriche, on a Sigmund Freud, donc qui est quand même assez connu, puisque la psychanalyse a été longtemps un peu le seul courant de psychothérapie. Donc à l'époque, on est à Vienne, en 1900, on parle plutôt de cure par la parole, on parle de catharsis, on dit qu'en fait la symptomatologie que les personnes ont sont liées à des conflits intrapsychiques de traumatismes vécus dans l'enfance, et que répondre à la question du pourquoi, ça libère des affects, et du coup ça libère du coup la personne de ses symptômes. Donc ça, c'est un peu voilà l'origine en 1900 de la psychanalyse.
Les TCC, du coup, l'origine, on est plutôt sur Ivan Pavlov. Du coup, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience avec un chien, donc un chien à qui on montre de la nourriture salive. Et puis, ce qu'il va faire Pavlov, il va associer la nourriture à un petit tintement de clochette. Il va conditionner le chien, et c'est-à-dire que le chien, même quand il verra plus la nourriture, mais qu'il entendra la clochette, ça déclenchera une réaction. Et puis, il y a un autre homme qui est important dans les TCC, c'est Frédéric Skinner. C'est l'idée que quand on fait quelque chose, ça va être les conséquences de ce qu'on fait qui vont nous encourager à poursuivre ou pas. Et par exemple, Skinner, il met des souris dans des boîtes. On aime bien mettre des souris dans des boîtes dans la recherche. Et il leur propose des choses. Par exemple, il se rend compte que si elles appuient sur un petit levier et que le levier donne du sucre, elles vont appuyer de plus en plus. Si elles appuient sur un levier et qu'elles se prennent une décharge électrique, elles vont arrêter d'appuyer sur le levier. Ça, c'est le début des TCC. Donc, on est vraiment dans des choses un peu simplissimes et bien sûr qui vont être amenées à évoluer. Aux États-Unis, il y a un autre courant aussi qui prend forme là-bas, ça va être à l'origine des thérapies familiales systémiques. On cite souvent une école qu'on appelle l'école de Palo Alto. États-Unis, familiale systémique. Vous voyez, il y a une autre branche qui se développe un peu en parallèle de la psychanalyse et des TCC. Et il y a une autre personne à qui on doit beaucoup dans l'histoire de la psychologie et de la psychothérapie, c'est Carl Rogers. C'est ce qu'on appelle l'approche centrée sur la personne, l'approche humaniste. C'est vraiment lui qui a amené la question de la bienveillance, de la chaleur, de l'empathie dans la relation et d'être un peu plus sur une relation égalitaire. Ce n'est pas le thérapeute sachant et puis le patient qui attend sagement des connaissances. Lui, il a vraiment sorti un peu la thérapie de cette relation comme ça et d'avoir quelque chose quand même d'un peu plus horizontal. Un saut un peu dans l'actualité. Donc ça, vous voyez, c'est des grands courants qui naissent en 1900, des endroits différents, mais depuis, en fait, il y a eu un développement exponentiel des pratiques. On dénomme plus de 300, 400 courants de psychothérapie et c'est bien difficile de s'y retrouver. En France, nous, on a une législation où on protège le titre de psychothérapeute. C'est-à-dire que le titre de psychothérapeute, on ne peut pas se l'approprier n'importe comment, on ne peut pas le mettre sur sa plaque n'importe comment. Il y a en tout cas, tout c'est encadré. Donc en fait, le psychothérapeute, c'est celui qui va faire la psychothérapie. Pour vous dire un petit peu rapidement, c'est les psychiatres et les psychologues, ils peuvent demander ce titre d'office, ça fait un petit peu partie de leur formation. Et les autres professions de santé qui sont réglementées, comme les infirmiers, les assistants sociaux, ils peuvent y accéder, mais avec une formation complémentaire. Et on reviendra, si vous voulez, sur les différentes professions qui existent, mais en tout cas, la personne qui fait la psychothérapie, c'est psychothérapeute. Pour avoir le titre de psychothérapeute, c'est bien encadré, c'est une législation bien précise. Et en termes d'actualité aussi, il y a un dispositif qui s'est mis en place très récemment qui s'appelle Mon Psy, qui permet aux personnes d'avoir 8 séances de psychothérapie prises en charge, c'est-à-dire remboursées par un dispositif sécurité mutuelle après prescription d'un médecin traitant. Pour rentrer ce dispositif, les psychologues devaient avoir un certain nombre d'années d'expérience et se porter volontaire. Donc ça, c'est en cours. Vous pouvez retrouver en tout cas sur Internet une liste de psychologues qui sont inscrits dans ce dispositif. Rapidement, une définition sur ce qu'est la psychothérapie. Donc là, je vous propose une définition qui date de 1995. Donc, c'est l'idée que la psychothérapie, c'est une rencontre entre deux ou plusieurs personnes, en tout cas dans laquelle l'une des personnes se définit comme ayant besoin d'aide, et elle demande à être soignée, elle demande à changer. L'autre personne, elle possède et elle est reconnue pour avoir des qualités personnelles déterminées et un corps de connaissances théoriques et techniques. Le but de ce corpus de connaissances, de ces qualités professionnelles, c'est de les utiliser pour aider l'autre à produire un changement. Donc la psychothérapie, une rencontre, une personne qui a une demande, une personne qui a les compétences, et l'idée, c'est qu'il y a un but de changement. Ça, je pense que c'est important. Quand on se demande ce que c'est une psychothérapie, c'est qu'il y a un changement significatif à attendre dans son fonctionnement, que ce soit au niveau du cognitif, donc c'est plutôt ce qui est cognitif, ce sont les pensées, au niveau des émotions, au niveau du relationnel, et que ce changement significatif, il va au-delà d'une aide
qu'on pourrait avoir pour faire face aux difficultés courantes et qu'on pourrait avoir d'un collègue, d'un ami. Vous voyez, plutôt un rapport de conseil ou de soutien. Donc ça, je pense que c'est important de se dire une psychothérapie, il y a un changement significatif à attendre. Et c'est là la difficulté dans le champ des psychothérapies, c'est que les propositions, elles sont plus ou moins précises. Les psychothérapies, elles n'ont pas les mêmes objectifs, elles n'ont pas les mêmes moyens, elles n'ont pas les mêmes conceptions théoriques des difficultés de la personne. Mais en tout cas, leur point commun, c'est qu'elles doivent toutes avoir un intérêt sur l'exploration et la compréhension de soi, et puis surtout l'action. Ça, c'est important parce que je trouve qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent « oui, je comprends mes difficultés », et après, et du coup, il n'y a pas cette question du changement. Donc, je pense que dans ce côté psychothérapie, exploration, compréhension de soi, mais aussi action, accompagnement vers ça. Voilà pour la première partie. Je ne sais pas si on peut faire une courte pause, s'il y a déjà des questions. Non, pour l'instant, il n'y a pas de questions. En fait, vous avez donné beaucoup de réponses déjà, Julie. Ok. Donc, dans la deuxième partie, je voulais vous parler de la prise en charge des troubles bipolaires et des psychothérapies qui sont plutôt utilisées spécifiquement pour ça. Ce que je voulais vous rappeler, c'est que dans la prise en charge du trouble bipolaire, il y a une base incontournable qui est celle du traitement pharmacologique. Ça, c'est vrai que dans les recommandations, ça reste un élément de ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, un peu de première ligne, auquel on va ajouter des traitements non pharmacologiques. Donc, j'ai mis psychoéducation et psychothérapie. L'idée dans la prise en charge du trouble bipolaire, c'est il y a le traitement des épisodes, il y a ce qu'on voit de la maladie, mais l'enjeu dans la prise en charge, en tout cas, pour nous, thérapeutes, c'est la prévention de la rechute. C'est faire que la maladie ne revienne pas. Et j'insiste un peu parce que quand l'épisode est passé, et je le comprends, on se dit, on souffle un peu, on ne veut pas forcément revoir des thérapeutes, revenir à l'hôpital. Mais ce qui est déterminant dans notre capacité à gérer la maladie, c'est de faire qu'elle ne revienne pas. Et c'est pour ça que dans les moments de stabilité, ça va être le moment aussi de continuer à travailler, à reparler de la maladie, ce qui n'est pas forcément évident, je l'entends bien. Rapidement, dans la prise en charge du trouble bipolaire, il y a une question à se poser de se dire à quel moment de la maladie j'en suis et c'est quoi mon objectif. Parce qu'en fait, selon un peu le stade où la personne est, les réponses ne vont pas être les mêmes. Déjà, il y a la question du traitement de l'épisode en cours, c'est-à-dire j'ai un épisode dépressif, j'ai un épisode d'excitation, ok, il y a la question médicamenteuse, mais qu'est-ce que je peux faire en termes non médicamenteux? Globalement, dans un épisode d'excitation, en termes de propositions non médicamenteuses, en termes de psychothérapie, on ne va pas avoir grand-chose à proposer. L'idée dans l'épisode d'excitation, c'est que c'est un moteur qui demande qu'à tourner plus vite, et ça va être plutôt la réduction un peu des stimuli, donc c'est-à-dire la question un peu au niveau du comportement, d'être vigilant sur les sorties, les appels, les sources d'excitation, ordinateur, sollicitations, choses comme ça. Mais on ne va pas avoir de psychothérapie. Par contre, dans les épisodes dépressifs, bien sûr, si on est en début de dépression, va y avoir des prises en charge en psychothérapie possibles, et ça, on va revenir dessus. Deuxième point, c'est la prévention de la rechute. Deuxième étape, j'ai eu un épisode, je suis stabilisée, comment je fais pour que ça ne revienne pas? Et là, du coup, on va voir aussi dans les prises en charge spécifiques, ça va être vraiment l'enjeu de la psychoéducation, mais on va revenir après dessus. Je vous interromps 2 secondes. Ouais. Des personnes me demandent si vous pouvez parler un petit peu plus lentement. D'accord, plus lentement, ça marche. S'il vous plaît, merci. Ça marche. Donc, troisième, si je reprends, dans son histoire du trouble bipolaire, c'est de se poser la question, où est-ce que j'en suis? Est-ce que je suis dans un épisode? Est-ce que je suis sortie de l'épisode et ce que je veux, c'est ne pas y revenir? Et c'est l'enjeu de la prévention de la rechute. Ou alors d'autres enjeux qui sont en général moins connus des personnes, sur lesquels je vais m'arrêter un peu, les symptômes résiduels. Nous, ce qu'on appelle symptômes résiduels, ce sont les symptômes qui persistent en l'absence d'épisode. C'est-à-dire, j'ai eu un épisode, j'ai été en arrêt, mais j'ai repris mon activité, j'ai repris mon travail, j'ai repris mes habitudes, mais j'ai quand même des choses qui me gênent.
Ce qu'on voit comme symptômes résiduels, souvent, c'est ce qu'on appelle les troubles cognitifs. La cognition, c'est la pensée, c'est tous les processus qu'on peut avoir en termes de concentration, de mémorisation. Donc ça, ce sont les troubles cognitifs. Et ce qu'on peut entendre, c'est je n'arrive plus à lire, j'arrive pas à me concentrer, j'arrive pas à suivre un film. Et en effet, dans les symptômes résiduels, il peut y avoir donc ce qu'on appelle les troubles cognitifs. Je n'arrive plus à lire, en général, c'est un bon exemple. D'autres difficultés, on voit qu'il y a d'autres difficultés en l'absence d'épisodes, c'est les troubles du rythme circadien. Donc les rythmes circadiens, c'est l'ensemble des rythmes que l'on a sur 24 heures. Donc les rythmes circadiens, ça va être les rythmes par exemple de température corporelle, les rythmes hormonaux. Et ça, en fait, on sait que dans le trouble bipolaire, dans les épisodes, c'est impacté, parce qu'on voit bien qu'il y a des problèmes de sommeil, que ce soit dans des épisodes de vers le haut ou vers le bas, mais en fait, on sait qu'en dehors des épisodes, ça persiste. Et globalement, on peut entendre de la part des personnes, je dors trop, je me réveille, je dors pas assez, alors qu'il n'y a plus d'épisodes en cours. Autre symptôme résiduel, c'est l'épisode dépressif en fait qui traîne. Et globalement, les gens ils disent ah là là, je suis pas revenu, on appelle nous l'état de base, je suis pas revenu à 100%, je me retrouve pas, je suis pas comme avant. Et dernière chose aussi qu'on peut avoir comme symptôme résiduel, c'est une réactivité émotionnelle. C'est pas chez toutes les personnes qui ont un trouble bipolaire, c'est pas obligé. Parce que des fois, les gens nous disent l'hypersensibilité, est-ce que ça va avec le trouble bipolaire? Non, c'est pas forcément associé. Mais en tout cas, dans les personnes, en dehors des épisodes, elles peuvent décrire des émotions qui sont changeantes, qui sont un peu instables, qui sont un peu fortes. Et ça, du coup, c'est source de difficultés. Tout ça pour vous dire que dans la prise en charge non médicamenteuse du trouble bipolaire, il y a je suis dans un épisode, c'est l'épisode que je veux traiter, je suis stable, je veux pas rechuter. Et là, c'est la question des symptômes résiduels. C'est je suis sortie d'un épisode, il y a des choses qui m'embêtent encore, et qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour agir dessus? Autre enjeu aussi dans la prise en charge du trouble bipolaire, c'est les pathologies associées. On sait que les personnes qui ont des troubles bipolaires ont plus de traumatismes dans l'enfance, de troubles anxieux, de troubles de personnalité ou de difficultés dans l'usage des substances. Et ça, en fait, parfois, on est très concentré sur le trouble bipolaire et on ne pense pas forcément à prendre en charge ces éléments-là, alors que ça va être des facteurs de rechute. Quelqu'un qui consomme des substances ou qui a une problématique d'anxiété, en fait, ça va favoriser l'instabilité de l'humeur. Et le propre du trouble bipolaire, c'est l'instabilité de l'humeur, de faire que l'humeur, elle reste collée trop haut ou collée trop bas. Donc, vous voyez, il y a quelque chose comme ça qui va agiter l'humeur et qui va être nécessaire, en tout cas, de prendre en charge. On ne pourra probablement pas stabiliser l'humeur si on ne stabilise pas le trouble anxieux. Autre moment, je trouve, de prise en charge de la maladie, autre aussi objectif, c'est la question du vécu et de l'impact de la maladie. Souvent, on entend les questions, est-ce que je m'engage, est-ce que j'y vais, est-ce que je me projette, et si je rechute? La question aussi de comment on parle du trouble bipolaire autour de soi, est-ce que je dois le dire, que j'ai un trouble bipolaire? Ou parfois des gens qui sont dans ne plus faire de projet. Je dois éviter tout ce qui est stressant, je dois éviter par exemple des émotions agréables parce que j'ai peur que ça reparte en épisode d'excitation. Donc vous voyez, on n'est plus lié à l'épisode directement, c'est vraiment les conséquences du trouble sur la vie de la personne. Donc ça va être les questions plutôt d'image et de confiance en soi. La question de l'autostigmatisation, donc la stigmatisation, c'est le regard que la société va porter sur les maladies mentales, et l'autostigmatisation, c'est le regard que je porte sur moi-même, comment je me juge moi avec cette maladie. Conséquence de la maladie, ça va être aussi les capacités à faire des projets, à se projeter dans l'avenir, et puis on voit que ça a une conséquence sur les relations amicales et affectives. Vous le dites souvent, hein, après les épisodes, ça remanie quand même l'environnement amical avec des gens qui ne sont pas forcément compréhensifs, des gens pas forcément bienveillants, ou aussi des gens qui se rapprochent. Donc, en résumé un peu de cette partie-là, c'est une question à se poser en disant j'ai un trouble bipolaire, ok,
je suis pris en charge, peut-être que j'ai un traitement médicamenteux, je souhaite faire une démarche, en tout cas non médicamenteuse, de psychoéducation, de psychothérapie, quelque chose. Ce sont, je pense, des questions à se poser en se disant, mais en fait, je suis à quel moment là dans mon trouble? Et en tout cas, dans la conclusion, on reprendra ces éléments-là pour que ce soit plus clair. Voilà pour la deuxième partie. Je peux faire une petite pause. Oui, alors, Oui. nous avons déjà des questions. Alors, je vais poser la question de Jérôme qui nous dit, faut-il faire une psychothérapie avec un psychiatre? S'il est psychothérapeute, oui. S'il le propose, oui. Parce qu'il y a des psychiatres qui vont être seulement prescripteurs. Et puis, il y a des psychiatres qui vont faire la psychothérapie. Donc ça, en général, ils le proposent, ils le disent, quoi. Bon, il y a une question de Gérard aussi. Je suis diagnostiquée bipolaire par le Centre expert de Grenoble, mais ne suis pas sous traitement faute de psychiatre. J'essaie par la connaissance de mon trouble bipolaire d'éviter la rechute. Quelle psychoéducation? Quelle psychoéducation? Oui, mais il me demande comment faire, si j'ai bien compris. Oui. Parce que s'il n'y a pas de traitement médicamenteux, on peut quand même faire la psychoéducation centrée sur le trouble bipolaire. Oui, L'un n'empêche pas l'autre. Nous, on a fréquemment des gens qui n'ont pas de traitement médicamenteux dans nos groupes. bah, voilà qui est encourageant pour le Après, spectateur. c'est pas une contre-indication à faire au contraire, même. D'accord. Si Il y j'ai a bien compris la question. Blandine, tu as une question? Oui, j'ai une autre question. C'est pourrait-on avoir votre point de vue sur la psychothérapie ou d'autres alternatives lors d'une phase mixte qui peut être longue, le temps de rééquilibrer le traitement et atténuer les up and down journaliers? Bah, du coup, dans les parties suivantes, on va revenir un peu sur. Je vais détailler les différentes psychothérapies. Mais en tout cas, dans un épisode mixte, ce que nous, on craint, donc un épisode mixte, c'est le fait qu'il y ait des symptômes de la dépression, souvent le côté un peu noir, angoisse, associé à l'accélération des épisodes d'excitation. Donc, c'est des épisodes qui sont assez désagréables pour la personne, qui nous inquiète beaucoup en tant que thérapeute sur le risque suicidaire, en fait, parce qu'il y a les idées noires, les idées négatives, les idées suicidaires de la dépression, mais avec l'énergie de l'excitation. Donc, souvent, vu qu'il y a un risque quand même, il y a un risque du coup de suicide qui peut être important, donc on va plutôt conseiller l'hospitalisation. Je pense les collègues psychiatres vont, en termes de traitement médicamenteux, essayer de sédater au maximum le côté angoisse. Après, en termes de psychothérapie, j'y reviendrai, on ira plutôt sur les thérapies cognitives et comportementales. Mais je redétaillerai après, juste après. Il y a Jérôme qui pose une question. Autostigmatisation, quelle est la bonne réaction? Alors ça, c'est une question qu'on nous pose souvent dans les groupes de psychoéducation. Quand on fait les groupes, on a une séance dédiée à ça, la communication. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas de conduite à tenir dans les groupes en général. Il y a plein de styles d'adaptation différents. Il y a des gens qui vont se dire, bah, moi je le dis tout le temps et je suis militant. Quitte à avoir des regards négatifs ou des gens qui me tournent le dos. Et puis il y a des gens qui disent, bah, moi, pour continuer de naviguer, dans ma vie de tous les jours, je le révèle qu'à certaines personnes. Et ça, on n'a pas de. Enfin, moi, en tant que thérapeute, j'ai pas de recommandation. C'est vraiment ce qui est utile à la personne, ce qui lui permet de continuer à fonctionner. Et c'est sûr que le fait de le révéler, ça lutte contre la stigmatisation, mais parfois il y a des conséquences. Donc ça, c'est à la personne en tout cas de juger par elle-même, quoi, des conséquences. Émilie, tu as une question? Oui, là j'en ai une de Candice. Alors elle demande, les événements comme le deuil, le mariage, la naissance entraînent souvent des rechutes, malgré tous les traitements et les psychothérapies. Cela peut arriver, point d'interrogation. Après, c'est quel type de psychothérapie? Parce que l'idée que les facteurs de vie, en effet, sont des facteurs de rechute, c'est des facteurs
avec une expression émotionnelle importante, et du coup, ça déstabilise l'humeur. Et une fois encore, je le redis, cette pathologie fait que l'humeur reste coincée. Après, dans la psychothérapie, l'idée, c'est de préparer et d'apprendre à gérer. Je pense à quelqu'un qui rechutait quand il déménageait. Du coup, il a mis en place pas mal de stratégies pour, en tout cas, le faire que ça ne rechute plus. Donc, globalement, moi, de mon expérience, quand il y a en tout cas psychothérapie, vraiment un travail spécifique sur des facteurs de stress qui sont ceux de la personne, ça marche quand même plutôt pas mal, hein. On a une question d'Ali. Si le psychanalyste, le psychothérapeute ne veut pas tenir compte des diagnostics en général dans le travail sur soi, est-ce favorable tout de même comme psychothérapie quand on a une bipolarité? Ça, c'est vrai que c'est une question qui est compliquée quand les personnes naviguent entre différents concepts diagnostiques. Il y a des gens qui disent, moi je suis à l'aise, je sais faire la part des choses, j'ai mon psychiatre qui me dit que j'ai un trouble bipolaire et j'adhère à ce diagnostic et je prends mon traitement, et je sais que quand je vais voir mon thérapeute analyste, lui est pas d'accord avec ça et je fais la part des choses entre les deux et ça me va. Et il y a des gens qui disent, bah non, de ne pas être raccord, c'est pas possible pour moi. Alors je sais pas qui jette entre guillemets le psychiatre ou le psychanalyste, mais en tout cas ça coince. Ça, c'est vrai que c'est pas. Moi, je trouve que c'est pas évident. Il y a des gens à qui ça va, qui font bien la distinction, et puis il y a d'autres qui disent, bah non, là, j'ai besoin de gens qui vont dans la même direction que moi, quoi. Il Ne y pas a être tiraillé comment entre. gérer. Oui. Pardon. Allez-y. Alors, voilà, comment gérer des psychothérapies, ça rejoint un peu la question précédente. Comment gérer des psychothérapies sur le trouble bipolaire avec d'autres psychothérapies de troubles de la personnalité? Quand les deux sont associés, est-ce compatible? N'est-ce pas trop lourd? Nous, ce qu'on a tendance à conseiller, et de ce qu'on voit de notre expérience, c'est déjà de prendre en charge sur le trouble bipolaire. Donc déjà, la psychoéducation du trouble bipolaire, ça permet de se dire qu'est-ce que j'attribue au trouble bipolaire et qu'est-ce qui me reste. Et c'est là, du coup, où peut s'inscrire une thérapie sur le trouble de personnalité. Mais quand il y a les deux, bon, moi, je vais recommander, en tout cas, et mes collègues aussi, de faire tout le travail de psychoéducation avant et de stabiliser l'humeur pour voir ce qui reste après. Parce que la personne, du coup, qu'elle puisse faire la distinction entre comment mon trouble bipolaire s'exprime et comment mon fonctionnement de personnalité s'exprime. Donc, soit les deux en même temps, mais du coup, ça veut dire qu'il faut avoir un peu de temps ou des moyens. Et en tout cas, je recommande plutôt psychoéducation groupe et en parallèle une thérapie individuelle pour le fonctionnement de personnalité. Et vous pouvez indiquer où on peut trouver des groupes de psychoéducation, comment c'est organisé? Ben, la difficulté, c'est que c'est pas recensé, les groupes de psychoéducation. Après, je pense qu'il faut faire, c'est s'adresser au centre expert qui est le plus proche, qui va pouvoir avoir des ressources. Nous, par exemple, on va avoir des adresses de centres médico-psychologiques à Paris qui vont proposer. Mais c'est vrai qu'on n'a pas d'annuaire de psychoéducation troubles bipolaires en France. Donc ça va être soit de passer par le réseau des centres experts, sinon il y a une plateforme de réhabilitation psychosociale qui peut être aussi une ressource. J'en parlerai après, hein, dans les plateformes de réhabilitation psychosociale. Si vous tapez en tout cas réhabilitation psychosociale, vous allez avoir une carte de France avec un annuaire. Et dans ces centres, vous pouvez avoir des prises en charge en psychoéducation, mais ce n'est pas forcément systématique. Donc c'est vrai que c'est très dur à trouver. Donc moi, souvent, je recommande de passer par les centres experts ou par les associations locales, qui du coup sont des excellentes ressources. D'accord, merci beaucoup. Est-ce que tu as une question, Émilie? Oui, j'ai une question de Sophie qui demande quels arguments donner à un proche bipolaire qui refuse d'aller voir un psychothérapeute. Mais la question, je dirais, mais en tant que proche, c'est quoi le besoin pour que le patient aille voir un psychothérapeute? C'est moi en tant que proche. Qu'est-ce qui fait que j'ai besoin que l'autre aille voir un psychothérapeute? J'interrogerais ça déjà. De quoi moi j'ai besoin en tant que proche? Je ne sais pas si ma réponse elle est claire, mais de se dire qu'est-ce qui fait que je souhaite que le patient il aille en psychothérapie? Qu'est-ce que précisément m'embête en fait? Et est-ce que vous ne pensez pas que les proches peuvent et doivent peut-être aussi aller voir un psychothérapeute pour avoir de l'aide?
Bah oui, oui. Bon, du coup, dans la suite, je vais un peu détailler sur cette question de prise en charge ciblée sur le trouble bipolaire. Et du coup, j'en parle des proches en termes de psychoéducation et puis aussi, bien sûr, de suivi individuel. Oui. Bon, peut-être on pourrait Vous continuer là repasser à la maintenant. suite. Ça marche. Du coup, ça va être un peu plus le détail. D'accord, entendu. Du coup, dans la prise en charge des troubles bipolaires, alors je vais balayer rapidement et je m'excuse parce qu'on pourrait passer 2 heures sur chaque élément. On va essayer de balayer plusieurs choses. Donc la psychoéducation, une thérapie qu'on appelle la TIPARS, thérapie interpersonnelle et aménagement des rythmes sociaux. On va parler de la remédiation cognitive et fonctionnelle. On va parler de la réhabilitation psychosociale et on parlera des TCC, donc pour thérapie comportementale et cognitive. Je suis désolée parce que probablement que je vais balayer un peu rapidement les choses. Donc, je voulais quand même rappeler la psychoéducation parce que, on considère que c'est la base en fait du traitement du trouble bipolaire. C'est un traitement médicamenteux et la psychoéducation. En souriant, moi j'appelle ça un peu le pack de base, quoi. Donc, la psychoéducation, c'est une connaissance claire du trouble, mais surtout, je trouve des aptitudes à gérer la maladie. Ça permet d'avoir une meilleure compréhension de son trouble, du traitement du trouble, mais surtout, ce que je trouve, c'est une meilleure représentation de sa maladie et des compétences à la gérer. Moi, je trouve qu'il y a vraiment un avant-après groupe de psychoéducation sur comment je me sens compétent pour gérer ma maladie. La psychoéducation, il y a plusieurs approches en fait. Il y a plusieurs supports un peu théoriques, c'est pour ça que j'ai mis psychoéducation, TCC, TIPARS. En fait, elles ont ce même objectif de compréhension, de connaissance, de meilleure gestion du trouble, mais les outils sont un petit peu différents. La psychoéducation, vous pouvez le faire en individuel ou vous le faites en groupe. On recommande plutôt le groupe parce qu'on sait que c'est plus efficace. Et puis, je trouve que en termes d'auto-stigmatisation, de stigmatisation, le groupe, c'est vraiment très précieux. Et dans la psychoéducation, les proches peuvent participer avec les personnes ou il peut y avoir des groupes que pour les proches. Par exemple, là où je travaille, on a un groupe pour les patients et on a un groupe pour les proches. En tout cas, il y a différentes approches, mais l'idée, c'est qu'on doit retrouver un peu les mêmes ingrédients actifs. Là, je vous ai mis un exemple de ce que nous, on aborde dans nos groupes de psychoéducation. Donc, dans le groupe pour les patients, on va aborder la question un peu des causes, de l'évolution des troubles bipolaires, la question un peu de comprendre sa maladie, c'est quoi mes symptômes, c'est quoi mes facteurs de risque, la question du traitement médicamenteux et non médicamenteux. Ce qui est important et ce qui est très attendu dans les groupes de psychoéducation, c'est de faire son plan d'action en se disant, OK, c'est quoi mes symptômes, c'est quoi mes signes précoces, mes premiers signes, qu'est-ce que je vais faire, qui je vais consulter à ce moment-là, et puis une partie plus, je vis avec, comment j'en parle autour de moi, au travail, dans mes relations. Donc ça, c'est un des sujets qu'on aborde dans les groupes pour les patients. Et du coup, dans les groupes qu'on propose aux proches, on va avoir la même proposition de soins, mais en plus, pour le proche, on va travailler sur c'est quoi mes facteurs d'épuisement, c'est quoi mes ressources. Et on va aussi aborder la question de la communication. Comment on parle de la maladie, comment, quand je m'alerte, que je repère des signes, je le transmets et qu'est-ce qu'on fait ensemble. Donc, vous voyez, dans le trouble bipolaire, la psychoéducation, ça aborde ces sujets-là. Je pense que c'est vraiment la première étape incontournable dans la prise en charge en psychothérapie, en tout cas du trouble bipolaire. Autre prise en charge des troubles bipolaires, alors j'en parle, mais je dis souvent j'en parle, mais elle est difficile à trouver parce qu'il n'existe pas d'annuaire des thérapeutes pour ça. Donc c'est ce qu'on appelle la TIPARS, c'est la thérapie interpersonnelle et aménagement des rythmes sociaux. C'est du coup par une personne américaine qui s'appelle Hélène Frank. Du coup, dans cette psychothérapie, l'hypothèse de base, c'est une hypothèse très répandue, que le trouble bipolaire, c'est pas qu'une maladie de l'humeur, c'est aussi une maladie des rythmes. Et que, vu que c'est une maladie des rythmes, dans la notion de rythme, il y a aussi tous les rythmes sociaux. La question un peu des relations, et que la perturbation de ces rythmes, ça va être un facteur de rechute. Donc, dans cette prise en charge, qui est individuelle, c'est environ 20 séances, on va avoir plusieurs phases de thérapie.
Donc, une partie qu'on appelle thérapie interpersonnelle, c'est vraiment un peu la gestion de mes relations autour de moi, mes difficultés, qu'est-ce qui peut me poser conflit. Et puis, on y a rajouté un module en fait spécifique aux troubles bipolaires, qui est l'aménagement des rythmes. Et il y a une partie psychoéducation. Donc ça, c'est vraiment ciblé, troubles bipolaires. Du coup, je vous en parle. Donc, c'est une thérapie interpersonnelle. On y a rajouté un module qu'on appelle aménagement des rythmes sociaux. Mais malheureusement, il n'y a pas d'annuaire pour trouver de thérapeute, en tout cas à ma connaissance, en France. Autre thérapie spécifique du trouble bipolaire, c'est ce qu'on appelle la remédiation cognitive et fonctionnelle. Donc, on l'a vu, il peut y avoir ce qu'on appelle des symptômes résiduels entre les épisodes, et dans ces choses qui peuvent continuer d'être embêtantes, il y a la question des troubles cognitifs. Quand on dit troubles cognitifs, c'est j'ai du mal à me concentrer, j'ai du mal à me rappeler des choses nouvellement apprises, ou j'ai du mal à emmagasiner une nouvelle information. Des troubles exécutifs, c'est comment je m'organise pour mener à bien une tâche, et des troubles de la cognition sociale, plutôt dans la question des émotions. Donc ça, c'est des choses qui peuvent persister en dehors des épisodes. Les gens, en général, l'expriment. Ils se plaignent dans leur vie quotidienne. Ils se disent, j'arrive plus à m'organiser, j'arrive plus à me concentrer. Et ça a un impact sur le fonctionnement, et ça va donner lieu à une prise en charge spécifique. Parce que du coup, dans le trouble bipolaire, les troubles cognitifs qui persistent entre les épisodes, ils sont bien spécifiques, on les connaît bien. Et donc, du coup, dans cette prise en charge-là, elle est peu diffusée en dehors des centres experts ou des plateformes de rétablissement ou de réhabilitation psychosociale. Et cette prise en charge, elle nécessite une évaluation spécialisée, en général par les psychologues spécialisés en neuropsychologie, pour aller voir, en effet, du coup, dans les bilans neuropsychologiques, ça va être des tâches avec des choses à mémoriser, à redonner 1 heure après, à la fin du bilan, des tâches un peu d'exécution de dessin, vous voyez, des choses comme ça, pour voir justement est-ce qu'il y a des difficultés. Et s'il y a des difficultés, c'est de proposer des prises en charge, soit individuelles ou soit de groupe. Ça, encore une fois, du coup, pour trouver ce type de prise en charge, soit plutôt par les centres experts troubles bipolaires, ou alors, quand vous tapez réhabilitation psychosociale, vous allez avoir accès à du coup un annuaire, et vous allez pouvoir vous renseigner sur ce que propose chaque centre. Du coup, je vous parle de la réhabilitation psychosociale. En fait, la réhabilitation psychosociale, c'est un ensemble de procédés qui visent à se rétablir. C'est là où on revient sur cette question du rétablissement dont on entend beaucoup parler désormais. L'idée du rétablissement, c'est d'obtenir un niveau de vie et d'adaptation qui est satisfaisant par rapport à ses attentes. Donc, dans cette prise en charge, elle est un peu globale. Et c'est ce que proposent les centres de réhabilitation psychosociale, c'est déjà de faire un temps de bilan avec c'est quoi mes difficultés, c'est quoi les choses qui sont préservées, c'est quoi mes difficultés de fonctionnement, et surtout à quoi j'aspire, c'est quoi mes projets, qu'est-ce que je souhaite. Donc là, il y a un bilan global, il y a des équipes pluridisciplinaires, et ensuite, il y a des recommandations de prise en charge. Donc, en général, ils proposent dans les centres de réhabilitation des groupes, ou alors ils peuvent vous orienter. Et donc, vous voyez, c'est un petit peu plus large. On va retrouver cette question de remédiation cognitive et sociale, mais pas que. On va trouver aussi des choses sur la question de la motivation. On peut retrouver de la psychoéducation du trouble, des groupes de thérapie cognitive et comportementale sur, par exemple, l'estime de soi, l'affirmation de soi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir dans ces centres-là des personnes qui sont spécialisées pour l'accompagnement de projets professionnels. Et en général, les parcours de prise en charge dans ce type de structure, on dit que c'est coordonné par un case manager. Il y a quelqu'un qui va vous accompagner pour prioriser les recommandations et vous aiguiller sur votre participation à tel ou tel groupe. Donc, vous voyez, on est vraiment sur des structures qui se développent en France. Donc, encore une fois, si vous faites réhabilitation psychosociale, vous allez tomber sur un site qui va vous recenser les centres, et après à voir du coup localement ce qu'ils proposent. Et donc, il y a des choses qui sont spécifiques aux troubles bipolaires, et puis des choses qui ne sont pas forcément spécifiques aux troubles bipolaires. C'est vraiment une excellente ressource.
Dans le trouble bipolaire, il y a aussi la question des thérapies cognitives et comportementales. Donc, j'ai appelé thérapie cognitive et comportementale. Maintenant, on commence à rajouter un E, et du coup, on parle de TCCE, on dit les thérapies cognitives et comportementales et émotionnelles. Je fais un bref aparté, c'est parce qu'en fait, dans les thérapies cognitives et comportementales, il y a eu ce qu'on appelle une première vague. C'est un peu ce que je vous disais avec Pavlov, le chien qui salive. Voilà, on était un peu sur le comportement. C'était quand même un petit peu réducteur pour expliquer les comportements humains, mais ça a commencé comme ça, les TCC. Ça a commencé sur le comportement, et puis par exemple, un gros travail sur les gens qui avaient des difficultés de phobie. Et puis ensuite, on s'est dit, bon, quand même, c'est un peu réducteur, on va aller essayer de voir ce qui se passe dans la tête des gens, et c'était la deuxième vague, c'est la vague cognitive. Première vague, on observe le comportement, on observe ce qui se passe. Deuxième vague, qu'est-ce que les gens pensent, qu'est-ce qui se passe dans le cerveau cognitif. Et puis là, désormais, on a quand même rajouté les émotions, c'était important, et c'est ce qu'on appelle la troisième vague. C'est pour ça qu'il y a les thérapies comportementales, première vague, cognitive, deuxième vague, et maintenant on rajoute et émotionnelle, troisième vague, et du coup on peut retrouver TCC ou TCCE désormais. Dans le trouble bipolaire, spécifiquement, on a vu il y a de la psychoéducation, il y a la thérapie interpersonnelle et aménagement des rythmes sociaux, et les TCC aussi ont proposé des programmes spécifiques aux troubles bipolaires qui vont permettre un meilleur contrôle sur les facteurs de risque. C'est quoi mes facteurs, mes vulnérabilités? Tout à l'heure, il y avait quelqu'un qui disait mariage, naissance, voilà. En disant, moi, en tout cas, mes facteurs, je vous disais déménagement. C'est quoi mes facteurs de risque? D'avoir un meilleur contrôle dessus. Dans ces programmes, il y a aussi une part sur la gestion du stress. Il y a aussi un chapitre important sur augmenter les expériences positives et puis la question de résolution de problèmes. Je rencontre une difficulté, qu'est-ce que je mets en place comme étape pour la résoudre? Dans ces programmes spécifiques aux troubles bipolaires TCC, on peut trouver aussi d'autres choses sur les conséquences de la maladie, des épisodes, sur l'estime de soi, comment je m'affirme, comment je fais une demande, ça peut être un petit peu plus large. Donc ça, c'est pour les thérapies cognitives, comportementales et cognitives et émotionnelles. Donc je vous parlais de cette histoire de vague. Donc, dans les TCC, il y a donc ce qu'on appelle un peu la troisième vague, qui est la vague émotionnelle, et c'est l'arrivée de la pleine conscience. Ça, les gens en parlent quand même de plus en plus. Ça s'est bien disséminé, en tout cas, dans la population. C'est ce qu'on appelle la pleine conscience ou la mindfulness. Donc, en fait, ce concept de pleine conscience, il est issu de techniques de yoga et aussi de méditation zen, sorte de méditation centrée sur l'attention, mais sans connotation religieuse. Dans la méditation pleine conscience, les grands préceptes, et je suis désolée pour les gens qui le pratiquent parce que c'est vraiment très réducteur ce que je vais raconter, mais l'attention, elle est portée à l'expérience, à l'instant présent, de ce qu'on vit, de ce qu'on éprouve, sans filtre. L'idée, c'est d'accepter ce qui vient, sans jugement. C'est-à-dire qu'on ne porte pas de jugement, on ne décide pas si c'est bien, on ne décide pas si c'est mal, et sans attente. C'est-à-dire qu'on va observer, on va porter notre attention, mais on ne va pas chercher quelque chose de précis. Ça, c'est le concept de pleine conscience. Ce concept de pleine conscience, en fait, l'auteur, qui s'appelle Jon Kabat-Zinn, il y a collé des concepts de thérapie, et ça a donné naissance à des programmes spécifiques. Dans le trouble bipolaire, il y a 2 programmes qui ont été mis en place, qu'on trouve très intéressants et qui, pour le coup, sont bien évalués et ont montré leur efficacité. Un premier programme qu'on appelle un peu dans le jargon MBSR, qui va plutôt viser la question de l'anxiété et de la douleur chronique. Et un autre programme qui nous intéresse encore plus, c'est la MBCT. Donc, c'est la méditation basée sur la thérapie cognitive, et ce programme-là, il est vraiment sur la prévention de la rechute de la dépression. La méditation pleine conscience, dans l'acquisition, on le fait en individuel. En général, c'est un programme de 8 séances, mais du coup, il y a pas mal de structures qui le proposent en groupe. Donc, c'est une acquisition pratique sur 8 séances. Le programme, il est très codifié.
Ça va vous demander une pratique régulière entre les séances, avec des exercices formels de méditation à faire entre les séances ou informels, parfois en fait, quand vous êtes dans le bus ou en train de faire la vaisselle, de recentrer votre attention. Ça demande de la persévérance. Souvent, les gens qui font la méditation disent c'est un cadeau pour plus tard. L'idée, c'est pas de ressentir un état de détente à l'instant présent. Vous vous souvenez, hein, il n'y a pas de recherche à l'instant présent dans la méditation. Et c'est ça qui peut ne pas être évident parce que s'ouvrir, être présent, c'est pas forcément agréable. Ça peut être parfois douloureux. Et c'est ça qui demande en effet de la persévérance. Et c'est l'idée aussi d'en faire régulièrement, à introduire dans son quotidien. C'est ça qui fait l'efficacité. C'est pour ça que quand les gens souhaitent en tout cas faire de la méditation pleine conscience, on leur recommande peut-être de commencer un groupe, vous voyez, pour être entraîné, l'effet groupe. Et puis après, en tout cas, d'essayer de le faire régulièrement dans son quotidien. Voilà du coup pour la partie un peu ciblée, troubles bipolaires et psychothérapie dans le trouble bipolaire. Donc on a vu la psychoéducation, on a vu la thérapie interpersonnelle et aménagement des rythmes sociaux, on a parlé de la remédiation cognitive et fonctionnelle, on a parlé des centres de réhabilitation psychosociale, et donc on termine sur la question des TCC. Et je peux faire une pause pour répondre aux questions. Alors, des questions. Oui, il y en a des questions. Sachant qu'on abordera d'autres psychothérapies ensuite. Oui, alors il y a Élodie, moi j'ai une question d'Élodie, qui fait la TIPARS, psychologue ou pas? Il y a les psychiatres, psychologues, ça peut être différents professionnels. Je pense qu'on doit pouvoir trouver des infirmiers aussi qui font de la TIPARS. Plutôt des professionnels de santé, en tout cas, qui proposent ce type de thérapie. Des gens qui sont déjà, je ne sais pas si je suis claire, dans des professions reconnues, identifiées santé. Alors, il y a Gérard aussi qui exprime un peu ses pensées. OK pour la psychoéducation, mais nous, sommes bien seuls face à la bipolarité, où les psychiatres nous demandent de nous autodiagnostiquer. Tout ce que dit Julie Méheux ne m'a jamais été proposé. Voilà. Oui, ça, on l'entend malheureusement encore beaucoup trop souvent dans les groupes. Et c'est vrai que c'est problématique. Je ne sais pas comment. Alors, vous voyez, à partir d'interventions comme ce soir, c'est très précieux. Mais oui, on lutte pour que ce soit plus divulgué. Mais pourtant, je vois qu'il y a des émissions quand même à la télé. Il y a quand même pas mal de choses à la radio. Mais non, ça ne. Ouais. J'en suis aussi très malheureuse. Blandine? Il y a Jérôme qui nous pose une question sur les soins et le travail. Peut-on faire ces soins et avoir un arrêt de travail? Alors, après la question de soins et arrêt de travail, si vous avez un arrêt de travail, c'est comment vous le justifiez. Mais oui, après ça, c'est vous que ça regarde. Si vous voulez pour vos soins faire un arrêt de travail, c'est vous que ça regarde. Après, c'est la question financière. Si vous faites par exemple un arrêt de travail pour venir une journée à un groupe, vous aurez un délai de carence et vous ne serez peut-être pas rémunéré. Donc ça, il y a des gens qui font le choix de faire un arrêt, il y a des gens qui font le choix de poser un jour des vacances, et il y a des gens qui font le choix aussi de négocier en disant j'ai besoin de soins. Alors ils ne disent pas forcément la raison, ou il y a des gens qui disent la raison, mais en tout cas, moi j'entends dans la question comment je fais pour me prendre en charge sur ces choses-là avec la question du travail, quoi. Émilie? Oui, alors moi j'ai Dominique qui fait plutôt un constat. Il dit le milieu professionnel n'est pas prêt à assumer des personnes ayant des troubles bipolaires. Il faudrait mettre en place un système socio-professionnel au sein du milieu du milieu de travail, encadrement inexistant car handicap non visible, donc difficile à gérer. Oui. Alors, j'ai quelque chose à dire sur le sujet. Il y a des endroits où le handicap invisible maintenant est pris en compte, notamment dans certains ministères. Récemment, il y a une mise en place de ce qu'il fallait de ce qui était souhaitable pour ces personnes qui ont un handicap invisible, et justement, c'est tout le problème, quoi. Mais je pense que ça commence à bouger, mais c'est sûr, c'est très insuffisant. Oui, je suis d'accord. Ouais.
Il y a une question d'un spectateur anonyme. Est-ce suffisant un traitement médicamenteux si on ne fait aucune thérapie en parallèle, ni l'entourage? Est-on suffisamment armé pour gérer les stress dans la vie, décès de parents, séparation de son conjoint, adolescence, etc. Après, la question du trouble bipolaire, ça revêt des réalités très différentes. Il y a des gens qui ont des pathologies plus ou moins invalidantes. C'est vrai que moi, de mon expérience, après, il y a des personnes qui ont un épisode, un traitement et qui referont jamais d'épisode derrière. Est-ce que cela, je dois leur dire faire une psychothérapie absolument? Les histoires sont très différentes. C'est vrai que moi, j'ai plutôt tendance à recommander la psychoéducation pour ce côté aussi auto-stigmatisation. Je ne suis pas le seul à avoir cette pathologie-là. Parce que du coup, je trouve que même des gens plus âgés, qui n'ont pas été trop impactés par la maladie, ils peuvent garder sur eux-mêmes quand même un regard un peu particulier. Du coup, c'est pour ça que souvent, je recommande un peu systématiquement la psychoéducation. Et pouvez-vous suggérer des programmes ou des livres de remédiation cognitive? Alors là, j'avoue qu'on n'est pas dans ma spécialité. Il va y avoir des applis de réentraînement. Je sais que du coup, mes collègues neuropsychologues parlent souvent de Happy Neurone ou de Lumosity, qui sont des techniques du coup d'entraînement. Après, c'est toujours bien aussi de passer, si c'est possible, hein, par la case un peu bilan pour préciser quelles sont les fragilités en termes de fonctionnement cognitif, histoire d'aller un petit peu plus droit au but, quoi. Il va exister des applis pour s'entraîner, des livres, j'en connais pas forcément, dédiés à ça. Mais en tout cas, peut-être qu'en se rapprochant de centres de réhabilitation psychosociale, ils auraient peut-être, eux, des ressources supplémentaires. D'accord, merci. Une question de Marion. Vous avez parlé d'identifier les signes précoces. Quels sont les signes courants pour un épisode dépressif? Bah, c'est un peu l'enjeu vous voyez, de la prise en charge en méditation pleine conscience. C'est vraiment ça, l'indication de la méditation pleine conscience. Ça va être le côté un peu rumination, ou le côté les gens peuvent dire en début de dépression, tiens, je vais commencer à me critiquer. Je vais commencer à fixer, à avoir un peu trop mon attention sur un problème, de rester un peu bloqué sur quelque chose. Les gens disent souvent ça. Premier signe, je me critique. Je reste bloquée sur un truc, je commence à décliner des sorties. Vous voyez, ça va être ça. Et donc, l'idée de la méditation pleine conscience, c'est de pouvoir faire un peu pause dans ces moments-là en se disant, mais qu'est-ce qui se passe pour moi? C'est quoi cette pensée comme ça, là, qui vient? Est-ce que je l'ai d'habitude? Qu'est-ce qu'elle fait là? Ou aussi, des gens peuvent dire en début de dépression des ressentis dans leur corps, des douleurs, des maux de tête, des choses comme ça. Donc, ça peut être aussi assez personnel comme signe. Émilie? Oui, et j'ai une question de Sylvie qui nous demande comment se décide le choix de la thérapie, une thérapie adaptée. Il me semble y en avoir beaucoup. Mais c'est un peu j'essaierai en tout cas dans les 2 slides de résumé à la fin, de se dire, OK, quelles questions je me pose? Parce que dans une indication et une psychothérapie, ça va être ça. Ça va être la question, où est-ce que j'en suis dans mon trouble bipolaire? Est-ce que je suis dans un épisode? Est-ce que je suis à distance et c'est la question de la rechute? Est-ce que entre les épisodes, j'ai des difficultés qui persistent? Est-ce que j'ai un trouble associé? Ça va déjà être ces éléments-là qui vont guider le choix d'une psychothérapie. Et puis après aussi, il y a moi, qu'est-ce qui m'intéresse, qu'est-ce qui me motive, vers quoi j'ai envie d'aller spontanément. Et ça, il faut aussi suivre un petit peu. Ce qui fait aussi une psychothérapie, c'est aussi la motivation et l'envie de la personne, hein. Donc, c'est important aussi d'aller vers des choses qui nous semblent utiles. Mais j'essaierai de faire dans le résumé un peu les questions un peu à se poser. D'accord. On va peut-être continuer alors. Oui, juste une dernière peut-être Oui. Faut-il faire une TCC avec une psychologue spécialisée troubles bipolaires? Ça dépend après quelle est la question. Mais les programmes de TCC, alors je peux faire un aparté, mais dans la formation des thérapeutes TCC, on a tous un petit peu le même socle.
la dépression, ça fait partie des éléments de base, les programmes de base qu'on apprend. Donc, logiquement, n'importe quel thérapeute TCC est capable de prendre en charge en psychothérapie, centrée en tout cas sur la dépression. Après, il y a des choses des pathologies avec lesquelles on est plus à l'aise. Moi, par exemple, je pense que je dois pouvoir être utile sur le trouble bipolaire. Par contre, si vous me parlez des troubles du comportement alimentaire, je vous dirais non, passez votre chemin. C'est vraiment pas ma spécialité. Donc, je pense qu'il faut adresser cette question-là au thérapeute, puisque dans la formation de base, on va avoir tous les mêmes éléments. Après, on se forme un peu plus spécifiquement à certaines pathologies. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Du coup, je continue. Oui, c'est bon? Oui. Ok. Je continue. Alors, je vais essayer de ne pas faire catalogue, mais c'est quand même un petit peu dur. Là, je voulais vous parler un peu des autres thérapies. En général, c'est les thérapies dont on nous questionne sur ces acronymes-là, sur ces choses-là en groupe. Et puis, donc c'est pour ça que je les ai mises et que je voulais revenir dessus avec vous. Donc, on va reparler des TCC. Dans les TCC, en fait, c'est une grande famille, les TCC. Il y a plein de choses à l'intérieur. On parlera psychanalyse, parce que c'est quand même une question qui revient souvent. Je parlerai de l'EMDR, donc dans la prise en charge des traumatismes. On reviendra aussi sur l'hypnose, parce que c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. Et on parlera enfin des thérapies systémiques. Donc, dans les autres thérapies, donc là, on est dans des thérapies qui ne sont pas ciblées sur les troubles bipolaires, mais qui sont sur des difficultés qu'on peut rencontrer à côté du trouble bipolaire. Donc là, je voulais revenir avec vous sur dans les TCC. Je vous ai dit, il y a une première vague un peu sur le comportement, et puis il y a une deuxième vague, plus de thérapie cognitive, ce qu'on pense dans une situation, typiquement un travail en TCC de base. Quand on travaille en TCC, on fait prendre aux gens une situation problème et on leur dit dans la situation, précisément ce qui s'est passé de la situation. On leur dit qu'est-ce que vous avez pensé, qu'est-ce que vous avez ressenti, qu'est-ce que vous avez fait et quelles ont été les conséquences ensuite. Conséquences sur le moment, conséquences sur le long terme. Ça, c'est vraiment un travail de base en TCC. Donc là, on est dans la deuxième vague, on est dans la vague cognitive sur la question des pensées. Et il y a des éléments qui sont intéressants, je pense, dans la question du trouble bipolaire, c'est la question de la thérapie cognitive ou de la thérapie des schémas. La thérapie cognitive, donc c'est la thérapie sur les pensées, ou thérapie des schémas, c'est une thérapie un peu sur des grandes croyances qu'on peut avoir. Donc un schéma, c'est une croyance que l'on a sur soi, sur le monde, sur ce qui nous environne. En général, le schéma, il est plutôt acquis durant l'enfance. Il se renforce avec les événements de vie qu'on va avoir après. Et vous voyez, le schéma, il prend souvent la forme un peu de règle absolue. Je dois toujours être parfait, je dois toujours être apprécié. Si je fais une erreur, je serai rejeté. Et ça, du coup, vous voyez, ça va être un peu des traits, des fonctionnements de personnalité. C'est des choses qu'on va avoir à côté. Donc, vous voyez, quand on est déprimé, des schémas, il y en a. En général, le schéma, quand on est déprimé, c'est je suis nul, le monde, personne ne peut m'aider, et de toute manière, ça sert à rien, il n'y a pas d'avenir. Ça, c'est le schéma de quand on est déprimé. Mais quand on n'est plus déprimé, normalement, ça part avec la dépression. Mais ce qu'on peut voir chez des gens qui ont fait beaucoup d'épisodes dépressifs, c'est même s'il n'y a plus, en fait, il peut rester ces pensées-là, ces croyances-là. Et vous voyez dans la vie quotidienne, si vous êtes en train de vous dire à chaque fois que vous faites quelque chose, je suis nul, de toute manière, ça ne sert à rien, j'y arriverai pas et ça ne changera jamais, bah ça, pour le coup, c'est très pourvoyeur de refaire un nouvel épisode dépressif. Donc les schémas, ces croyances, elles sont souvent auto-dévalorisantes, c'est-à-dire qu'elles sont critiques et négatives pour soi. Elles s'activent dans certains contextes de vie et en général, elles produisent ce qu'on appelle, nous, des troubles émotionnels. Ça a des conséquences sur les émotions. Et vu qu'on est dans les TCC, si j'ai une pensée négative, probablement j'aurai une émotion déplaisante. Le comportement qui va s'en suivre va pas forcément, si je me critique et que je crains le regard des autres, peut-être que je vais décliner une invitation et que je vais m'isoler. Vous voyez, c'est des cercles vicieux comme ça qui peuvent se produire. Et ça, du coup, ça peut être intéressant parce qu'on voit que les épisodes du trouble bipolaire, ça peut venir modifier aussi la personnalité, ça peut, avec une question un peu de négativisme ou de pessimisme.
Et puis, dans les thérapies cognitives et thérapies des schémas, il y a des personnes qui ont ce qu'on appelle des troubles de personnalité, donc dans leur fonctionnement de personnalité, dans ces croyances-là, ça persiste entre les épisodes, et c'est aussi ce type de thérapie qui va venir prendre en charge, en tout cas, les croyances. Dans les TCC, il y a une autre thérapie qui a vu le jour, qui est une thérapie qui est intéressante, qu'on appelle, l'acronyme c'est ACT, c'est pour la thérapie d'acceptation et d'engagement. On a gardé en français ACT, c'est pour le côté agir. ACT, du coup, on est dans cet héritage troisième vague, accepter les pensées, les émotions et être présent. Et ça, c'est très pleine conscience. Choisir une direction de vie conforme à ses valeurs, et puis la traduire en acte, passer à l'action. Donc en fait, acte, c'est une thérapie qu'on dit plutôt comportementale, c'est je passe à l'action, je mets des choses en place, mais sur mes valeurs, sur ce qui est important pour moi. Et ça, vous voyez, on n'est pas en lien direct avec le trouble bipolaire, mais c'est des prises en charge qui peuvent être intéressantes pour reprendre aussi un peu le contrôle sur ce qu'on est, ce qu'on souhaite faire. Et donc le petit dessin à droite, c'est un outil en fait qui est utilisé, donc qui semble un petit peu plus compliqué, qui semble un peu compliqué comme ça à utiliser, qu'on appelle l'Hexaflex. Et ça, vous pouvez trouver des ouvrages qui peuvent vous accompagner. C'est quand même mieux de le faire avec un thérapeute, hein, mais si vous vous posez des questions sur tiens, qu'est-ce que c'est que cette thérapie, vous trouvez facilement des ouvrages dans le commerce. Donc c'est la thérapie d'acceptation et d'engagement, et ça fait partie de la grande famille des TCC. Une autre thérapie dont les gens nous parlent, communément on l'appelle la DBT, c'est la thérapie dialectique comportementale. La personne qui est à l'origine de cette thérapie, c'est Marsha Linehan. En fait, c'est une dame, donc on a sa photo à droite, qui a été prise en charge assez jeune en psychiatrie avec des hospitalisations. Un historique de tentative de suicide. Et en fait, ça, elle l'a révélé bien après dans sa carrière de thérapeute. Et donc, cette thérapie, elle est plutôt spécifique du trouble de personnalité émotionnellement labile, ce qu'on appelle aussi le trouble borderline, où la dysrégulation des émotions, elle est importante. Il peut y avoir souvent, ce qui est assez central dans le trouble de personnalité borderline, c'est la sensation d'abandon ou c'est la sensation de vide. Donc là, on est dans une thérapie qui a été spécifiquement pensée pour ce type de difficulté, et en tout cas par quelqu'un qui l'avait vécu aussi elle-même. Donc quand elle a créé cette thérapie, c'était aussi sur sa propre expérience. Dans cette thérapie, les objectifs sont les suivants, c'est diminuer les comportements suicidaires, diminuer tous les comportements qui interfèrent avec la qualité de vie, la prise de substances, les dépenses. On trouve souvent aussi dans les conduites alimentaires des difficultés. Et puis, il va y avoir, du coup, elle a déterminé comme ça des domaines dans lesquels la personne doit accroître ses compétences. Ça va être l'attention, la question des relations, la question de la tolérance à la détresse et de comment la personne gère ses difficultés. D'autres objectifs dans cette thérapie, ça va être la diminution du stress post-traumatique. Dans les personnes qui souffrent de troubles de personnalité émotionnellement labile ou borderline, il y a souvent la question de traumatisme dans l'enfance. Enfin, il y a la question d'accroître le respect de soi-même. Souvent, ce qui est assez central aussi dans le trouble de personnalité borderline, c'est vraiment un sentiment de honte profond et de détestation de soi. Donc là, c'est quelque chose qu'elle cible aussi. Et puis, en fin de thérapie, c'est de définir des buts personnels. C'est la question un peu de l'ouverture sur l'avenir et des projets. Donc ça, je vous en parle parce que, du coup, en tout cas, nous, au Centre Expert, on voit fréquemment l'association des deux. Il y avait quelqu'un qui posait cette question-là, de troubles bipolaires et de troubles de personnalité borderline. Et j'en parle parce qu'il y a vraiment des psychothérapies spécifiques et très efficaces qui demandent encore à être mieux connues. Un petit détour par la psychanalyse. Donc, on dit il y a la psychanalyse et la psychothérapie d'orientation psychanalytique. Souvent, quand on parle de psychanalyse, on fait référence un peu à la cure psychanalytique telle qu'elle était faite un peu par le passé, avec 3 séances par semaine, allongées sur un divan, avec un thérapeute qui est derrière vous, que vous ne voyez pas, ce qui vous permet d'associer en fait librement.
Donc ça, c'est la psychanalyse. Et puis, un peu comme les TCC, ça a évolué avec l'époque, avec les découvertes. Et donc, on peut trouver des personnes qui vous proposeront en tout cas cette question de la cure type, mais beaucoup de gens aussi qui font de la psychothérapie d'orientation psychanalytique avec plutôt en face à face, avec un échange, ce qui est un peu différent de la cure. En tout cas, que ce soit la psychanalyse ou la psychothérapie d'orientation psychanalytique, ça va quand même partager des concepts théoriques, dont celui en tout cas que les problèmes psychologiques actuels, ils sont en lien avec le passé individuel et familial, et qu'en tout cas, il y a eu des événements dans l'enfance, que ces événements, ils ont été refoulés, c'est-à-dire que la personne n'en a pas conscience. Refoulé, c'est parti dans l'inconscient, mais en fait, il reste actif et c'est ça qui provoque les symptômes. Ça, c'est un peu en 10 secondes la conception de la psychanalyse. Autre thérapie aussi dont on parle pas mal, c'est l'EMDR. Donc l'EMDR, c'est un acronyme en anglais. En français, c'est la désensibilisation et retraitement par les mouvements oculaires. Donc, c'est par une thérapeute qui s'appelle Francine Shapiro. Et là, on est dans des thérapies plutôt spécifiques au vécu d'événements traumatiques. Et ils sont en train aussi de valider leur psychothérapie dans d'autres difficultés, notamment dans la question de l'anxiété. Le MDR, un peu rapidement, qu'est-ce que c'est? C'est une exposition en imagination aux souvenirs traumatiques. C'est-à-dire qu'on va demander à la personne de repenser à l'événement traumatique, c'est ce qu'on appelle s'exposer, et du coup de se reconnecter aux sensations, aux cognitions, ce sont les pensées, et aux émotions. Et en même temps que là, on fait en tout cas revivre à la personne l'événement traumatique, on va faire une stimulation bilatérale régulière alternée, c'est-à-dire que souvent on fait un geste comme ça, pour un peu résumer le MDR, c'est-à-dire que ça va faire faire à la personne des mouvements oculaires droite-gauche. Si on ne passe pas par le visuel, on peut aussi faire des tapotements, du coup sur le genou de la personne ou à l'aide d'un bruit. Donc en fait, dans le MDR, il y a une partie, je m'expose en imagination, et pendant que je m'expose, il va y avoir une stimulation qui va en fait décentrer aussi un peu l'attention. Le MDR, à la différence de l'hypnose, il n'y a pas de modification de l'état de conscience. L'objectif de l'EMDR, c'est de se détacher des émotions douloureuses sans altération mnésique. C'est-à-dire que la personne, le souvenir, l'image, les pensées, elles vont toujours être présentes, mais elles ne vont plus être associées à la même émotion douloureuse. Donc là, je vous ai mis un petit peu rapidement ce qu'on fait en EMDR. Donc, il y a différentes étapes. Premièrement, il y a ce qu'on appelle une ligne de vie, où on va reprendre l'histoire de la personne et repérer les événements traumatiques. Il va y avoir une préparation, en effet, parce que du coup, de faire revivre un événement traumatique, vous imaginez bien que c'est quelque chose de très anxiogène et émotionnellement intense et déplaisant. Donc, en amont, on va faire ce qu'on appelle un lieu sûr, c'est-à-dire un lieu de sécurité dans lequel la personne se sente bien et en sécurité. Et donc ensuite, il y aura ce travail qu'on a vu ensemble d'exposition à l'événement, et puis en même temps du travail de la désensibilisation avec les mouvements oculaires ou alors les tapotements. En fin de séance, je passe rapidement, il y a toujours un scan un peu, c'est ce qu'on fait un peu de scanner, c'est-à-dire de regarder au niveau corporel s'il y a encore des sensations liées au traumatisme. Et du coup, la séance se clôt, et en général, sur des événements traumatiques, c'est 2-3 séances par événement traumatique, avec vraiment cette idée de la personne va avoir le souvenir, mais quand elle va y penser, ça n'aura plus la même charge émotionnelle que ça pouvait avoir avant. Autre thérapie du coup qui est un peu différente, donc c'est l'hypnothérapie. Pour le coup, l'hypnothérapie, là, c'est une modification volontaire de l'état de conscience. Le MDR, c'était pas ça. Il n'y avait pas une modification de l'état de conscience. L'hypnothérapie, ce qui est assez central, c'est ça. L'état de conscience qu'on a dans l'hypnose, c'est celui, par exemple, si vous êtes dans les transports et que vous rêvez, et puis hop, vous descendez un peu rapidement parce que vous êtes arrivé à votre station. Ou alors vous vous rêvassez devant un film ou devant un livre. Vous voyez cette sensation de détachement, d'être un peu au-dessus, de flotter. C'est ça en fait, l'état d'hypnose. Donc c'est un état qui est entre la veille et le sommeil. Donc
Dans l'hypnothérapie, on va chercher à atteindre cet état de conscience modifié. L'idée, ça va être de favoriser le changement. C'est-à-dire que c'est un état où on est un peu plus léger et probablement un peu plus créatif dans les solutions qu'on peut trouver. Dans l'hypnose, on va avoir différentes approches pour parvenir à l'induction, c'est-à-dire de comment j'induis cet état d'hypnose. Et ça, il y a différentes techniques. Et par exemple, dans l'hypnose, il y a aussi de l'auto-hypnose. On peut passer par un thérapeute, mais il y a des exercices, par exemple, pour favoriser le sommeil ou gérer la douleur, où on va se le faire soi-même. Donc, différentes approches pour parvenir à l'induction de cet état. Et puis après, il y a des suggestions du thérapeute qui sont directes ou alors qui sont indirectes. Donc, l'idée d'accéder à cet état, c'est de percevoir la situation différemment, d'avoir d'autres moyens de compréhension, une autre lecture ou d'autres moyens de gestion. En tout cas, ce qui est important aussi à retenir dans l'hypnose, c'est que l'hypnose, c'est un outil. Ça s'inscrit dans une approche thérapeutique. C'est-à-dire que vous pouvez aller voir quelqu'un qui fait de l'hypnose, mais qui ne va pas vous faire d'hypnose en séance, qui va faire un entretien un peu classique. Et puis, vous pouvez aller voir un thérapeute TCC qui va vous proposer l'outil hypnose pour envisager un peu d'autres manières de voir la situation. Dernière, du coup, thérapie, les thérapies systémiques. Donc, on a vu, la systémie, c'est un courant qui est venu plutôt des États-Unis, qui s'est enrichi après en Europe. C'est pas forcément très, très répandu, mais l'idée de la thérapie systémique, c'est pour système. L'idée, c'est qu'on prend en compte le contexte de la personne et on ne prend pas seulement son fonctionnement psychique individuel. Dans les thérapies systémiques, on va particulièrement s'intéresser à la communication dans la famille et puis aux interactions qui fonctionnent mal, qui sont dysfonctionnelles. Le trouble bipolaire, comme d'autres maladies chroniques, ça peut être un moment de crise, au sens moment de crise, pas dans les épisodes, mais de réorganisation. Ça a des conséquences sur la famille, comme d'autres événements de vie, naissance, mariage, départ d'un enfant. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle moment de crise en disant ça doit se réorganiser. Parfois, la réorganisation, elle coince un peu. Ça peut nécessiter une adaptation et on peut avoir recours à un thérapeute dont ça va être l'outil et le job. Dans les thérapies systémiques, souvent on pense famille, mais en fait ça peut être des thérapies individuelles, avec vraiment cette idée de je vais voir un thérapeute systémique. Oui, d'habitude, il fait la famille, mais il fait aussi l'individu et il pense un petit peu plus large. Il va vraiment s'intéresser particulièrement à cette question de qui l'entoure, du niveau de communication et de relation qu'il va entretenir avec les personnes qu'il a autour de lui. Et je voulais vous faire un dernier point, je pense que je vais enchaîner sur les thérapies de relaxation. Donc les thérapies de relaxation, le but c'est de l'apprentissage de techniques qui visent à lâcher prise. Dans les techniques de relaxation, en fait, vous avez différents moyens d'arriver à cet état de lâcher prise et de détente. Ça peut passer par la respiration, par la détente musculaire, par le fait, l'imagerie, vous voyez, on parlait tout à l'heure de lieux sécures. Ça peut être la construction d'un lieu où vous vous sentez bien, où vous vous détendez, ou alors de se concentrer sur le corps. Dans les techniques de relaxation, ça nécessite un apprentissage et puis une pratique régulière. Et c'est intéressant dans la gestion de l'anxiété ou pour ralentir un peu les pensées. Vous voyez un peu l'idée méditation, pleine conscience. Là, je fais pause, je prends conscience de ce qui se passe. C'est intéressant pour favoriser le sommeil. Dans les thérapies de relaxation, là, je vous en ai mis quelques-unes qui peuvent être utiles. Il y a ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, pour la faire, vous êtes assis au calme, confortable, et en fait, vous allez avoir un nombre de respirations, en général, on dit 5, 6, une respiration régulière, lente, plutôt abdominale, et en fait, c'est très physiologique. Ça vise à réguler ce qu'on appelle le système sympathique et parasympathique, c'est le système du stress, en fait. Quand vous respirez régulièrement, lentement, en fait, ça va diminuer votre rythme cardiaque et ça va enclencher une réponse de détente. Donc ça, c'est assez physiologique. Il existe une application, par exemple, sur téléphone, sur smartphone, qui s'appelle Respire Relax. Et ça, c'est toujours assez étonnant de se dire à quel point c'est efficace pour vraiment quelque chose d'une gestion un peu de panique, stress immédiat. Et ensuite, vous avez des techniques
de relaxation. Donc là, je vous ai mis 2 noms sur lesquels je passerai rapidement parce qu'en fait, il y a des relaxations qu'on appelle shoot, où on est plutôt sur la chaleur, la lourdeur des membres. Et puis, on a une autre qu'on appelle plutôt Jacobson, qui va être sur la contraction des muscles. Donc ça, l'idée, c'est d'essayer. Il y a des gens, ressentir de la chaleur et de la lourdeur, ça les embête, ça les angoisse, donc ils préfèrent faire Jacobson. C'est à vous de voir. Là, on est vraiment sur des outils de gestion du stress, avec l'idée de je le fais et j'ai une détente immédiate, c'est ça qui est recherché, alors que dans la pleine conscience, je vous rappelle, c'est un peu l'expression « je me fais un cadeau pour plus tard ». La méditation pleine conscience, elle n'a pas vocation à être mieux à la fin de la méditation. Si vous voulez quelque chose d'un peu plus immédiat, ça va être d'aller plutôt sur la relaxation. Lié à la relaxation, l'apprentissage, ça peut être un peu compliqué. Se détendre, se connecter avec son corps, c'est pas forcément simple pour tout le monde. Donc ça peut nécessiter un apprentissage, de le faire en tout cas avec quelqu'un, les premières séances. Et en général, après, on vous donne un clé USB, un CD ou des ressources sur internet, des enregistrements pour continuer. Je l'ai remis, des thérapies de relaxation, ça ne peut pas remplacer le traitement médicamenteux dans le trouble bipolaire. C'est une question qu'on nous pose souvent, c'est pour ça que je le mets. Ensuite, on a souvent des questions sur les outils que je nommerais plus de développement personnel. Donc, j'ai listé un peu des choses sur lesquelles on peut nous interpeller. Donc, j'ai reparlé du yoga. C'est vrai que le yoga, ça favorise plutôt le lâcher-prise, une meilleure gestion de soi. Donc ça, c'est quelque chose qui est intéressant à ajouter, en tout cas, dans la prise en charge d'un trouble bipolaire. On nous parle souvent du tai chi ou du qigong, qui sont 2 arts martiaux avec cette question un peu de mouvement lent, de conscience du corps, de capacité à se concentrer. Souvent, les gens, après une séance, décrivent une sensation de bien-être physique et mental. Bien évidemment que si c'est quelque chose qui est plaisant et que vous affectionnez, on ne va pas vous déconseiller de faire ça. Autre question qu'on nous pose souvent, c'est l'acupuncture. Donc c'est vrai que l'acupuncture, c'est de plus en plus introduit dans la pratique médicale occidentale, bien que l'efficacité, elle soit peu connue. Il n'y a pas d'étude qui a été faite sur acupuncture et troubles bipolaires. Ce que je dis souvent un peu rapidement en groupe, c'est si ça vous fait du bien, si c'est efficace et que ça ne vous coûte pas une fortune, allez-y. Après, dans le trouble bipolaire, ça ne peut pas remplacer une prise en charge médicamenteuse ou une psychothérapie. On est plutôt dans quelque chose que j'ajoute dans ma vie quotidienne. Parfois, les gens aussi parlent de la sophrologie. Donc la sophrologie, c'est le développement d'un mieux-être à partir de techniques de relaxation et d'activation. Je me mets en route, en tout cas dans le corps et dans l'esprit. Ça aussi, c'est intéressant, mais ce n'est pas une psychothérapie. Ça ne peut pas remplacer une psychothérapie, mais je pense qu'à ajouter, si c'est quelque chose qui est plaisant, qui semble utile à la personne et qui ne coûte pas une fortune, moi, j'ai rien contre. Voilà un peu pour la troisième partie, et je garderai la conclusion pour la fin. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a une question sur l'ICV, l'intégration cycle de vie, qui permet de travailler sur ses souvenirs traumatiques. Oui. Certains font le parallèle avec le MDR, Oui. sous une forme plus douce pour moi. Qu'en pensez-vous? Je suis tout à fait d'accord avec la personne. C'est très bien résumé. On a une autre question de Johanna qui dit doit-on faire une psychothérapie à vie lorsqu'on est bipolaire? Alors non, on ne doit pas faire une psychothérapie à vie quand on est bipolaire. Ça, je pense qu'il y a un moment dans les prises en charge où il va y avoir beaucoup de choses, et puis il y a un moment où il faut espacer. Il y a un moment où le trouble bipolaire, il prend la place. C'est le moment où on veut faire de la prévention de la rechute. C'est souvent là où les gens nous disent bah, « moi, j'en ai marre de vous voir, l'épisode est passé, j'aimerais bien un peu moins vous voir ». Et on dit que c'est un peu là qu'il faut mettre le paquet. Mais après, une fois que le trouble est stable, non, on ne fait pas une psychothérapie à vie, on ne fait pas un graphe de l'humeur à vie quand on a un trouble bipolaire. Après, c'est le choix. Il y a des gens qui font des graphes de l'humeur tous les jours, qu'ils le fassent, si ça leur est utile. Mais en tout cas, ce n'est pas une recommandation de j'ai un trouble bipolaire, je dois faire une psychothérapie toute la vie. Alors, moi j'en ai eu une question justement en rapport avec le suivi de l'humeur. Il y a Chloé qui demande, avez-vous des applications de suivi de l'humeur que vous pouvez conseiller habituellement?
Mm. Alors, dans les applications de l'humeur, en tout cas, il y en a. Mais alors moi, ce que j'aime pas, c'est que il faut bien choisir une application de l'humeur où l'humeur de base, c'est pas juste une ligne. Parce qu'en fait, on a un trouble bipolaire, soit, mais les émotions, l'humeur dans la vie de tous les jours, elles varient. Donc du coup, si vous voulez vous faire un graphe de l'humeur, il faut que vous fassiez un graphe de l'humeur et vous pouvez le faire vous-même, ou en tout cas, si vous regardez une appli, il faut que vous ayez un espace un peu genre plus 2, moins 2. Ça, c'est ma vie de tous les jours, mon humeur, elle aussi, entre moins 2, plus 2. Et puis après, bah, c'est quand je vais passer à moins 3, plus 3, bah, c'est alerte. Est-ce que là, je suis pas en train de rentrer dans le trouble bipolaire? Et moins 4, plus 4, ok, là, je suis dans un épisode de trouble bipolaire. Si vous voulez monitorer votre humeur, soyez vigilante à ça. Parce qu'il y a beaucoup de monitoring qui disent bah, l'humeur de base, c'est 0. Et puis 1 et moins 1 et plus 1, je passe dans le trouble bipolaire. Bah non, j'ai un trouble bipolaire, c'est ce que souvent disent les gens, j'ai le droit de faire une blague, j'ai le droit d'être content, ou j'ai le droit de vouloir un petit peu traîner au lit. Donc il faut être vigilant là-dessus. Et puis après, dans le graphe de l'humeur, il faut voir aussi ce que vous voulez noter. Parce que des fois, dans les graphes, ça va être les émotions. Parce que vous avez besoin de mettre votre colère au jour le jour. En tout cas, dans les recommandations du graphe de l'humeur, c'est d'avoir un espace d'humeur qui varie parce que c'est la vie de tous les jours. Et la manière de remplir un graphe de l'humeur, c'est important aussi, c'est que vous le remplissez tous les jours à la même heure. C'est pas un bilan de votre journée, le graphe de l'humeur. Si vous décidez de le remplir tous les jours à 20h, vous le remplissez tous les jours à 20h. Et ça, c'est important, c'est que vous le remplissez à l'instant T. Si vous êtes dans un épisode du trouble bipolaire, lundi, mardi, mercredi, jeudi, à 20h, vous serez toujours en haut ou en bas. Après, si vous êtes dans l'humeur de la vie de tous les jours, bah, ça va monter et ça va descendre. Donc vraiment, l'idée à transmettre, c'est celle-là. C'est si vous faites un graphe de l'humeur, choisissez-vous une appli, et ça, j'en connais pas, qui sont vraiment parfaites troubles bipolaires. Du coup, en général, nous, on donne un tableau Excel et les gens, après, se le font eux maison. Mais vraiment, d'être vigilant, de laisser un espace pour que l'humeur, elle varie en dehors du trouble bipolaire. Et quand je note mon humeur, je choisis un horaire et je ne le change pas. Et c'est pas un bilan de la journée, c'est à l'instant T comment je me sens. Voilà. Je suis désolée, j'ai pas d'appli. Il y a eMoods, il y a des choses comme ça, mais c'est vraiment un point de vigilance. Oui. Sylvie nous pose une question. Pouvez-vous préciser le rôle du case manager? Cela me semble assez nouveau comme métier. Est-ce que cette personne, est-ce elle qui fait le bilan? Non, du coup, c'est pas forcément celle qui fait le bilan, mais c'est celle qui va coordonner les soins. Et ça, souvent, ça nous manque parce que et nous, on le voit bien au centre expert, hein, on n'a pas de case manager, mais on espère avoir quelqu'un qui fera aussi ce job-là sans être case manager. C'est la personne qui va coordonner vos rendez-vous, votre bilan, et qui va aussi évaluer avec vous vos attentes, vos besoins, où vous en êtes. Et ce groupe-là, ça a été efficace. C'est vraiment la personne qui coordonne, et ça, c'est assez nouveau. C'est assez précieux et c'est vraiment que dans des centres pour le moment de réhabilitation psychosociale ou alors des services hyper spécialisés de prise en charge comme ça de rétablissement. Mais donc souvent les case managers, c'est une profession aussi à la base de santé. Ça peut être par exemple un infirmier qui devient case manager. Il y a Chloé qui pose beaucoup de questions. Certains psychiatres ne recommandent pas le MDR. Mais vous n'avez pas vu d'effet néfaste à faire revivre ces événements traumatiques, rechute pour personnes hypersensibles? Mais est-ce que c'est dangereux? Est-ce qu'il y a des risques? Du coup, après, comment dire, l'indication de l'EMDR, elle est posée et quand vous rencontrez un thérapeute EMDR, il va évaluer avec vous votre stabilité, à quel point le souvenir traumatique il peut être intense, si du coup vous n'allez pas, si en réactivant le traumatisme, on ne va pas faire que vous vous dissociez, donc il y a une évaluation. Le MDR, c'est très encadré en termes de formation. En France, il n'y a pas 20 000 instituts qui peuvent vous former à l'EMDR, donc logiquement, le socle, il est assez solide. Et les thérapeutes EMDR que moi je vois, quand ils ont des personnes qui ont un trouble bipolaire, ils vont valider l'indication avec le psychiatre en disant est-ce que là on peut y aller, c'est bon. Blandine? Oui, on a une question. Si l'entourage proche est dans le déni et que la personne qui a des troubles bipolaires est en souffrance, comment doit agir le patient?
demander aux proches de venir vers des thérapies pour comprendre la pathologie, comment vivre avec sa maladie, avec l'incompréhension de cette pathologie. Mm. Ah bah ça, du coup, c'est une question où je vais avoir du mal à répondre en quelques secondes. Après, c'est vrai que nous, dans notre pratique, on va se servir de, par exemple, on a une journée de psychoéducation. Du coup, la personne va pouvoir inviter un proche à venir participer, parce que du coup, c'est une journée et c'est pas forcément engageant. Ou alors, c'est comment le thérapeute qui suit la personne peut accepter de recevoir le patient et des membres de la famille et de discuter de ça. Mais oui, c'est difficile. Donc, du coup, nous, on use un peu de stratagème. Nous, on a cette journée qu'on propose pour répondre en tout cas à cette difficulté-là. Ou alors, après, c'est comment le thérapeute de la personne peut aussi accompagner le patient là-dedans, quoi. Mhm. Mm. Émilie? Oui, alors j'ai Christine qui pose une question. Qu'est-ce que la thérapie mosaïque? Eh ben, je ne connais pas. Oh bah ça tombe bien. Je regarderai directement à la fin de la conférence, mais non, ça ne m'évoque rien du tout. Après, on se dit, il y a plusieurs centaines de thérapies, hein, donc moi, j'en connais pas 300. Alors, il y a Alain qui nous demande que vous répétiez, s'il vous plaît, la thérapie la plus adaptée à une personne ayant un double diagnostic, trouble bipolaire et borderline. Alors, dans le trouble borderline, on va avoir plusieurs psychothérapies. Donc, on va avoir la thérapie dialectique comportementale, dont j'ai parlé là. Il va y avoir la thérapie des schémas de Jeffrey Young. Et pour les troubles bipolaires, en Les même temps, thérapies les... quand on a les Ah, deux. déjà la psychoéducation des troubles bipolaires. D'accord. Après, D'accord. l'avantage de la thérapie en TCC, c'est qu'en TCC, ce qui souvent c'est bien, c'est qu'on peut toujours trouver une réponse à cette difficulté. C'est que la TCC, il y a eu de nombreux protocoles pour l'ensemble des difficultés. Je pense qu'en TCC, on doit arriver à couvrir l'ensemble des difficultés qu'ont la personne, de l'autisme aux troubles du comportement alimentaire, aux troubles de personnalité, à l'anxiété, aux abus de substances. Et globalement, un thérapeute TCC va avoir connaissance de ces différents protocoles. Et après, parfois, j'en ai pas parlé, je voulais en parler à la fin, c'est qu'il y a des choses aussi en groupe. Parfois, on peut avoir un suivi individuel et puis faire participer à une prise en charge de groupe pour acquérir des outils. C'est ce qui se passe aussi dans le trouble de personnalité borderline, c'est que la personne, elle a son suivi en individuel et puis elle fait un groupe pendant un certain nombre de séances qui vise à acquérir les outils et après elle reprend son suivi individuel. Ça aussi, c'est intéressant comme prise en charge. Merci. Il y a encore une question sur les thérapies. Pouvez-vous parler de la Gestalt? Je ne sais pas si La je Gestalt thérapie, non, je serais bien thérapie. embêtée pour vous en parler. Non, je connais de nom, mais je serais bien embêtée pour vous en parler en détail. D'accord. Alors, il y a Séverine, je ne crois pas qu'on l'ait posée, qui demande, mes psychiatres m'ont dit que l'hypnose était déconseillée pour les personnes souffrant de troubles bipolaires. Mm. Est-ce que ça a évolué ou est-ce que c'est déconseillé? Non, ça a évolué. La question aussi, c'est que dans l'hypnose a été beaucoup utilisée pour les arrêts du tabac. Sevrage de substances dans le trouble bipolaire, c'est une cause de rechute. Donc je pense qu'il y a des gens qui ont dû aller chez un hypnothérapeute pour l'arrêt du tabac et puis qui ont dû déclencher un épisode du trouble bipolaire. Donc il y a eu un moment un peu de frilosité de la part des thérapeutes en hypnose. Après, je ne suis pas hypnothérapeute, mais il y a aussi cette idée que vu qu'il y a une modification de l'état de conscience, est-ce que les personnes qui ont un trouble bipolaire en seraient plus fragiles? Donc en tout cas, il y a des warnings qui ont été mis dessus. Je pense qu'après, c'est aussi l'expérience qu'on a. Probablement qu'il y a des hypnothérapeutes qui n'ont pas travaillé avec des personnes qui ont un trouble bipolaire et qui du coup n'ont pas eu cette expérience aussi que en fait ça fonctionne, quoi. Mais je pense qu'il y a eu aussi ça, cette question de sevrage de substances dans le trouble bipolaire et avec des gens qui ont dû décompenser des épisodes, mais c'était pas lié à l'hypnose pour le coup. Je ne sais pas si on vous l'a déjà posé cette question. C'est Natacha qui dit, mon fils a fait un peu de MDR, mais son psychiatre ne semble pas trouver cela adapté à son trouble bipolaire. Et là, est-ce que cela peut avoir un effet négatif? Je crois qu'on a déjà, en fonction de l'état du patient.
Ah bah, en tout cas, le MDR aujourd'hui, c'est pas une prise en charge du trouble bipolaire. C'est une prise en charge des traumatismes. Du coup, est-ce que c'est ça que le psychiatre interroge? Après, c'est sûr qu'il faut être dans une stabilité quand même optimiste parce que ça peut secouer un peu. Après, logiquement, le thérapeute, encore une fois, le MDR, c'est plutôt encadré, donc ils vont être plutôt vigilants dans ce qu'ils font normalement, les thérapeutes EMDR. Mm. Blandine, tu as encore des questions? Non, je crois que vous avez une conclusion, non? Ou Oui, j'ai une conclusion. vous Je avez crois que j'ai quelques... d'autres. Ouais, du coup, Alors, je crois j'ai. qu'on Bon, peut passer à la conclusion et voir s'il y a encore une ou deux questions après. ça marche. Du coup, conclusion, j'ai remis prise en charge du trouble bipolaire et la base incontournable, traitement pharmacologique et traitement non pharmacologique, au moins la psychoéducation. Et du coup, je rappelle avec l'idée de traiter l'épisode, mais surtout de prévenir la rechute, de faire que la maladie ne revienne pas. Je regarde. Ah, du coup, c'était un peu les 2 dernières slides en disant pour réfléchir à est-ce que je fais une psychothérapie? C'est de se dire OK, c'est quoi un peu mon objectif? Si c'est centré sur le trouble bipolaire, c'est est-ce que j'ai un trouble bipolaire? Est-ce que je veux traiter? Est-ce que je suis déprimée? Et je veux sortir de la dépression. En général, les gens disent pas je suis hypomane et je veux sortir de l'hypomanie. Donc c'est vraiment plutôt la dépression en général qui est au cœur de la problématique du traitement de l'épisode. Si j'ai un trouble bipolaire, je suis plus stable, mais je veux éviter de rechuter. J'ai un trouble bipolaire, je ne suis pas dans un épisode, mais j'ai quand même des choses qui m'embêtent. Ou alors j'ai un trouble bipolaire et j'ai d'autres difficultés associées. J'ai aussi un problème de substance, j'ai aussi un problème de fonctionnement de personnalité. Ou alors j'ai un trouble bipolaire et puis les conséquences de la maladie dans ma vie quotidienne, j'ai des difficultés pour les gérer. J'ai perdu confiance en moi, dans ma capacité à m'engager dans des activités. Donc il y a cette première question, je trouve, à se poser en disant, OK, si c'est centré sur le trouble bipolaire, j'en suis à quel moment de la maladie et c'est quoi mon objectif? Plus globalement, je pense que pour se poser la question de la psychothérapie, c'est de se dire, OK, c'est quoi mes difficultés? C'est quoi mon objectif? Qu'est-ce qui m'intéresse? Est-ce que c'est le moment? Est-ce que c'est le moment pour faire cette démarche? Et après, c'est où est-ce que je consulte et avec qui? Et je pense que là, on pourrait refaire une conférence de 2 heures sur rien que sur cette question de où je consulte et avec quelle personne. En tout cas, dans la question de la psychothérapie, il y a de se dire, OK, qu'est-ce qui est centré sur le trouble bipolaire et ses conséquences? Ou alors, est-ce que je suis sur d'autres difficultés? Et dernière chose, en tout cas, sur lesquelles j'insisterai, c'est qu'une psychothérapie, avant tout, c'est une rencontre et c'est un lien avec une personne. Une psychothérapie qui fonctionne, en général, c'est une confiance dans le thérapeute. Et ça, c'est important aussi. Il n'y a pas que les outils, en fait. Il y a surtout déjà la relation qui s'installe. Donc ça, c'est vrai que si au bout de 3 séances, vous vous dites je lui dirai rien, voilà, ça va pas trop marcher, quoi. Donc c'est vraiment, vraiment important, cette question de la relation, de se sentir à l'aise, de se sentir en confiance et de sentir que le thérapeute, il remet un peu d'énergie, vous voyez, dans la machine et dans le moteur quand vous sortez de la séance, quoi. Voilà ma conclusion. Merci beaucoup, Julie. Vous avez vraiment fait le tour, mais c'est infiniment quand même complexe et étendu. Mm. Je crois que Oui. vous êtes revenu à l'essentiel, c'est effectivement d'avoir confiance à la personne qu'on a en face. Ça n'empêche pas que c'est assez compliqué faut bien réfléchir à ce qu'on souhaite. Donc, enfin, quelques personnes nous ont demandé est-ce qu'on va pouvoir avoir le diaporama? Voilà. Alors, Oui. si vous êtes d'accord, nous, on le mettra en ligne en même temps qu'on mettra l'avis de l'enregistrement en ligne. Parce qu'effectivement, je pense qu'en revoyant le diaporama, on peut avoir des réponses parce que ce n'est pas facile de saisir tout au fur et à mesure. Non, je suis désolée. Voilà. Maintenant, est-ce que Blandine, vous avez vu d'autres questions et Émilie? Alors, Blandine, Non, vas-y, Ok. Émilie. Alors, j'ai Gérard qui est désespéré, qui dit en grandes lettres, et oui, et où on consulte? En France, à Paris.
dans comment. Donc, Mm. c'est son grand Ah message. oui. Bah, ça, quand je disais où je consulte avec qui, on peut refaire 2 heures, hein. Rapidement, en fait, plusieurs options. Déjà, je ne sais pas si tout le monde sait, mais la psychiatrie, elle est sectorisée en France, ce qui fait que si vous voulez consulter dans le public, en fait, ça dépend de l'adresse de là où vous habitez. C'est une des seules spécialités. Vous voyez, en ORL, vous pouvez aller voir qui vous voulez dans le public. Mais en tout cas, en psychiatrie, il y a ce qu'on appelle les secteurs de psychiatrie. C'est sur une zone géographique, vous devez trouver un minimum de soins. Du coup, dans ce minimum de soins, l'idée, c'est de s'adresser aux centres médico-psychologiques, ce qu'on appelle les CMP. Sauf que la réalité du terrain fait qu'ils sont souvent sous-dotés, ils ont souvent des listes d'attente assez longues. Moi, je recommande toujours aux gens, en premier lieu, de s'adresser à eux, parce que des fois, il y a des listes d'attente, peut-être qu'il y a 6 mois, 1 an, mais au moins, on est inscrit pour une prise en charge. Du coup, ça va être les centres médico-psychologiques, ça dépend de l'adresse dont vous dépendez. Ensuite, il peut y avoir des hôpitaux. Vous voyez, comme nous, on a un service de psychiatrie. Nous, on n'est pas sectorisé, mais on ne fait pas de suivi individuel, mais par contre, on va proposer des groupes. Donc, première étape, moi, je dis toujours aux gens, prenez contact avec votre centre médico-psychologique pour savoir quelles sont les ressources à côté de chez vous, qui puisse aussi vous dire ce qu'ils proposent comme groupe, parce qu'on a beaucoup parlé d'individuel, mais il y a beaucoup de prises en charge qui peuvent se faire, beaucoup d'outils à acquérir qui peuvent se faire en groupe. Eux, en général, ils ont connaissance des ressources un peu locales. Après, c'est de se rapprocher du coup dans les centres hospitaliers. Du coup, il y a des services de psychiatrie qui sont non sectorisés, qui vont proposer des prises en charge. Ils ne vont pas regarder l'adresse de là où vous habitez. Et c'est une vraie contrainte, c'est que de moins en moins d'hôpitaux proposent des choses en individuel. Et du coup, les gens se tournent vers le libéral. Et donc, du coup, ça a un coût financier. Et du coup, les psychologues ne sont pas remboursés. Il y a un dispositif qui est mis en place, mais ça ne fait pas le remboursement des consultations. Ou parfois, les gens se tournent vers des psychiatres qui font de la psychothérapie pour avoir une partie des soins remboursés. Mais c'est vrai que c'est une réalité qu'aujourd'hui, faire une psychothérapie, ça peut être parfois relevé du parcours de combattant, quoi. Donc c'est vrai que moi, je ciblerais la question un peu centre médico-psychologique, qu'est-ce qu'il y a près de chez moi, avoir des ressources locales, regarder aussi sur les annuaires, par exemple, les plateformes de réhabilitation psychosociale qui ont des annuaires avec des structures. Non, ça demande, c'est un travail à temps plein parfois de trouver ces soins encore en France. Il y a encore des questions, Blandine? Non, j'ai plus de questions. Je crois qu'on a fait le. Oui, puis on il en a est bougé 21h. beaucoup. Il est 21h. Donc, Oui. on va vous remercier encore, Julie. Vous demander bien sûr votre autorisation pour, quand on aura la vidéo, on enverra aussi votre diaporama en même temps. Et puis, les personnes qui n'auraient pas eu toutes les questions, enfin, il y avait des questions qui n'étaient pas forcément, auxquelles vous ne pouviez pas forcément répondre. Il faut qu'ils sachent qu'ils ils peuvent les envoyer à questions@argos2001.fr où nous pouvons répondre et les orienter. Il y avait notamment des questions sur les lieux où il y avait des réponses, on avait des réponses. Voilà. Okay. Notamment à Lyon, dans la région de Lyon. Donc, Bon, donc, on pourra aider ces personnes indirectement. Voilà. Il y a un centre expert à Lyon qui a ouvert récemment. Oui. Centre expert trouble bipolaire qui a ouvert récemment à Lyon, au Vinatier. Oui, voilà. Ils sont vraiment très, très bons par là. Ouais. Merci beaucoup, beaucoup, Julie. Merci, ouais. Un grand merci. Merci à tout le monde. Merci à vous. Et Bonne à soirée. bientôt, une prochaine fois. Bonne soirée, au revoir.